Pour ceux qui souhaiteraient poser des questions, vous nous faites, s'il vous plaît, donnons-nous une règle du jeu. Vous nous faites un petit signe et soyez gentils de vous présenter pour que nous sachions d'où vous nous parlez au fond et comment vous engagez votre question. Merci d'avance. Bon, Guy Burgel, géographe. Écoutez, moi je suis depuis 3 heures partagé entre l'admiration et la frustration. L'admiration parce que quand on réunit sur un plateau en aussi grand nombre des talents de cette importance, évidemment on ne peut être qu'admiratif. Frustration pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, Stéphane Paoli, vous avez posé la question qui me semble fondamentale. C'est-à-dire que finalement, sur ce que j'appelle moi les 4 objectifs vertueux ou les 4 défis vertueux de Paris, je ne dis même pas du Grand Paris, de Paris, c'est-à-dire, et je ne les classe pas, je les énumère après vous. L'équité sociale, la compétitivité économique, le respect de l'environnement et l'amélioration de la mobilité. Moi, ce que je n'ai pas vu, j'ai vu, et je le salue ça, j'ai vu la poésie, j'ai vu la poésie chez Castro, j'ai vu le mythe et l'hellénophile que je suis, j'ai vu le mythe chez Christian de Porzampar avec Hestia et Hermès. Ce que je n'ai pas vu suffisamment, c'est ce que vous avez essayé à plusieurs reprises de faire dire. Quelle est l'histoire, mais au sens d'une histoire qui a un début, un commencement et une fin, qui va relier finalement ces différents objectifs. Et ça, je regrette. Moi, je suis aussi pour la poésie de la ville. Et je suis, encore une fois, de ceux qui défendent en effet que la ville, c'est un mythe, c'est une vision, c'est une poésie. Mais il faut aussi, et qu'on ne se méprenne pas sur le sens de ce que je dis, il faut aussi qu'il y ait une politique, pas au sens de politicien, pas même au sens de la périmétrie de cette politique. Mais il faut qu'il y ait des liens forts qui nous disent, et il y en a plusieurs façons d'agencer, qui nous disent comment on lit dans les objectifs, en effet, à court, à moyen et à long terme, les 4 défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Qui souhaite répondre? C'est une très belle question parce que c'est non seulement la question de l'histoire, mais c'est la question de notre mémoire commune aussi qui est engagée là. Je vous en prie, Monsieur Séqui. Mais écoutez, nous, on a travaillé 9 mois environ. On a écrit 2 rapports, 300 pages. Donc, ce n'est pas possible que dans 10 minutes, avec des questions qui nous ont guidés vers des résultats, on donne tout l'épaisseur de ce que nous, on a fait. Nous tous. Hein. Mais si vous attendez une histoire linéaire, ça arrive avant, ça arrive après, ça arrive... Non, vous vous trompez. Parce que l'histoire... C'est pas linéaire, c'est stratégique. Quelle est votre stratégie? Oui. Alors, ce qui est stratégique, plusieurs de nous l'ont dit. Tous l'ont dit. D'une manière différente, nous, on a dit ce que nous, on considère stratégique. Et ce qui est intéressant est que, bien que nous, on a plusieurs idées, le fond de plusieurs idées en commun, plusieurs idées qui sont absolument les mêmes, on propose des stratégies un petit peu différentes. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qu'il faut discuter. Alors, il faut évidemment, même pour vous, il faut avoir le temps de comprendre lesquelles stratégies on propose, pourquoi on les propose, et donc faire un effort, même vous, pas seulement nous, de faire ces exercices. Je crois que c'est Bernardo. Oui. Je crois que, Bernardo, vous êtes très gentil, peut-être trop gentil. Cette question est trop facile à faire quand vous n'avez pas étudié tous les rapports qui sont dedans. Donc oui, il y a des visions et il y a des visions qui font cette synthèse que vous... et c'est impossible de dire ça dans 2 minutes ici dans le théâtre. Ce n'est pas une question même de 2 minutes ou de 10 minutes. Monsieur Burgel, avec ce genre de questions, je pense, je le dis un peu comme je le pense, vous allez directement dans le mur. C'est exactement ce genre de procédure qu'on a essayé de ne pas faire. De raconter une histoire avec un début, on commence par l'économie, on aboutit peut-être sur l'écologie ou sur la mobilité et ensuite on passe par autre chose. Ça, c'est comme ça qu'on a fait des villes auparavant, on n'en fait plus comme ça. Oui, je voudrais ajouter aussi une chose, c'est que la commande qui nous a été faite, elle a quand même une spécificité. Le président de la République a dit, pour une fois, je demande qu'il y ait un projet fait par des équipes complètes, architectes, urbanistes, économistes et tout, et faites un projet. Sinon, on est enfermé dans la bureaucratie, et donc c'est après qu'on se posera les questions de structure, d'organisation, parce qu'il n'y a pas de projet, eh bien, on est dans la confusion totale.
Oui, qui Oui, souhaite intervenir? Ici, oui. Oui, Ici. pardon. Oui, monsieur, je vous en prie, pardon. Oui, bonjour, François Luric du milieu associatif d'associations qui s'attachent beaucoup à l'agriculture urbaine et périurbaine. Donc il y a plusieurs cabinets qui en ont parlé, mais je voudrais faire une remarque à monsieur Castro avant de poser ma question. C'est que je ne peux pas laisser passer que le principe de précaution soit une bêtise. Et puis sur les rives, sur les zones inondables, on peut quand même s'y promener. On peut s'y promener parce qu'elles ne sont pas construites. Donc, aller voir la vallée de la Bièvre, aller voir la vallée de la Seine, on s'y promène sur les rives. Donc, et puis sur la crise environnementale qui vous pousse à penser la ville différente. Qui a construit les villes précédemment? Si ce n'est vous. Sans la contrainte environnementale, justement. Alors maintenant, c'est quand même l'occasion de prendre cette crise environnementale qui, comme l'ont dit certains, est 2, 3, 4 fois, ou va être beaucoup, beaucoup plus grave que la crise économique, qu'il faut réagir avec chacun, dans son métier, les moyens qu'il peut. Ensuite, je rejoins assez l'idée qu'un cabinet a dit les OIN, les opérations d'intérêt national énormes, c'est pas forcément ce qu'il y a mieux. Il vaut peut-être des opérations d'intérêt national locales qui permettent de faire participer les citoyens. Quelqu'un a dit aussi on ne peut pas faire un projet urbain sans que ceux qui vont y habiter ou les usagers donnent leur avis. Et c'est pour ça que par rapport au plan campus et au cluster, parce que je suis habitant sur le plateau de Saclay, par rapport au plan campus et au cluster du plateau de Saclay, je pense qu'il est voué, dans la démarche actuelle, il va à l'échec, parce qu'il n'a pas pris en compte justement l'expression des usagers, des habitants, des agriculteurs sur ce territoire. Donc c'est des projets qui, à mon avis, vont à l'échec pour la méthodologie qui s'est ratée complètement. Ensuite, l'agriculture périurbaine, je dois demander aux 3 ou 4 cabinets qui placent l'agriculture périurbaine ou l'agriculture urbaine dans la nécessité pour nourrir la région parisienne. Certains ont dit qu'on a la place pour nourrir la région parisienne. Quels conseils ils peuvent donner à ceux qui actuellement mènent des projets, comme sur le plateau de Saclay, qui mènent à la destruction de 2300 hectares de terres agricoles? C'est-à-dire qu'il y a la théorie de la ville à 30 ans, mais si vous voulez des terres agricoles dans 30 ans, il faut commencer par ne pas les détruire maintenant. Donc je voudrais que les urbanistes et les architectes qui sont là me donnent un conseil pour comment faire pour pouvoir préserver cette agriculture urbaine qu'ils préconisent dans leurs projets. Merci. Qui commence? Je vous en prie. Au moment où nous sommes réunis ici, sur la plaine de Montesson, sont en train de pousser des salades. C'est une terre merveilleuse, très riche, et c'est ce qui a fait l'Île-de-France. La qualité de ces terres, c'est pour ça que les hommes s'y sont fixés. Parce que, au même moment, à Almeria, en Andalousie, les mêmes salades, presque les mêmes, elles ont la même couleur, ou presque la même couleur, sont en train de pousser, mais en tunnel et arrosées. C'est ça la différence. On a une terre agricole très riche en Île-de-France. Et ça, il faut la protéger. Au-delà du mécanisme de taches d'huile que fait la ville en se répandant sur les terres agricoles. Donc il faut avoir un autre regard. Quand nous proposons, nous, le réaménagement des lisières, pour faire des fronts de terre comme il y a eu des fronts de mer, c'est pour regarder autrement ces terres agricoles. Quand vous avez à Carrières-sur-Seine une ferme, ils ont fabriqué une ferme-école qu'on visite, alors que juste à côté, il y a cette plaine de Montesson que personne ne pense à visiter. Je vous invite d'y aller ce week-end, parce que c'est le seul endroit où on voit le ciel de Paris. Il n'y a aucun poteau électrique, et il y a au printemps des salades, et l'hiver des choux sur la même terre. Willy Mas. 2 choses à dire sur cette remarque. Oui, c'est clair que vous, avec votre organisation, c'est intéressant de faire une étude quel est le footprint de Grand Paris. Pas le footprint, mais le footprint. Ça veut dire que, et peut-être de développer des solutions où peut-être Grand Paris peut faire sa nourriture lui-même plus. Donc, je suis très d'accord, et je n'ai pas vu ça encore. Donc, j'espère que c'est la première remarque. La deuxième remarque, on n'a pas besoin d'utiliser le plein de Saclay, le plateau de Saclay, quand on utilise les autres endroits qui entourent Paris et le Petit Coran. Donc peut-être là, sur cette chose, on doit discuter séparément. Est-ce qu'on a besoin de agrandir Paris, oui ou non? Et il y a des recherches maintenant dans cette étude qui fait une démonstration qu'il y a suffisamment de place.
Roland Castro, puisque vous avez aussi été interrogé. Non, c'était pour dire 2 mots, mais philosophiquement, le principe de précaution, qu'on prenne des précautions, c'est bien la moindre des choses. Qu'on en fasse un principe dans la Constitution, c'est pas forcément une bonne idée, et c'est une mauvaise idée mentale par rapport à penser à sortir, par exemple, en matière urbaine, de l'accablement patrimonial. On vit dans un pays qui est accablé patrimonialement. Il a fait des choses absolument magnifiques, et du coup, il n'imagine pas pouvoir en faire de nouvelles. Donc c'est des choses comme ça. Le principe de précaution, c'est dans la tête que c'est très embêtant. À part ça, vous avez raison. Moi aussi, j'adore me balader au bord des rivières. La seule chose qu'on dit, nous, c'est qu'il n'y a pas de raison, des fois, de ne pas construire dans l'inondable de façon à ce que ce soit inondable et que ça puisse, que l'eau puisse s'en aller et rentrer. Bon, c'est ce que nos ancêtres, les Gaulois, savaient faire et qu'on n'a pas besoin de mettre des pointillés. On a enlevé énormément de pointillés de toutes les cartes qu'on a travaillées. On a enlevé tous les pointillés. Vous connaissez les pointillés là, on n'a pas le droit de travailler l'avenue que du côté du grand ensemble. L'autre côté, on fait rien. Tout est fabriqué comme ça. Alors c'est ça qu'on a essayé d'enlever, de dézoner mentalement, de déréglementer. Quand on parle à part ça, on a extrêmement envie de fréquenter le bord des rivières. C'est absolument pas le... Bon, voilà, mais... je vous en supplie, commençons pas par une pensée de la précaution et des comités de défense. Ne commençons pas le Grand Paris avec des comités contre. Il faudrait peut-être démarrer avec des comités pour. Ce serait une très bonne idée, ça nous changerait. Bien. Je propose que... Oui, oui, monsieur, je vous en prie, pardon. Oui, François Jeanne, je voulais vous poser une question. À propos des comités pour, il y en a un bien connu qui est celui qui siège à l'Élysée. Il a son président, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Vous l'avez rencontré hier, vous avez déjeuné, enfin hier ou il y a quelques jours avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit de l'après? Parce que là, c'est bien, il vous a dit, vous travaillez, vous vous occupez pas des normes, vous vous occupez pas du contexte, vous vous occupez pas de la région, ni de la ville de Paris, ni des départements. Il n'y a plus de réglementation, il n'y a plus de maître d'ouvrage, et puis c'est formidable. Mais bon, alors on va atterrir après les choses formidables. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Sarkozy, de demain? Qui fait quoi dans le système? Alors, qui répond? Et vous êtes tous au courant, puisqu'il vous s'est adressé à tout ce monde ensemble. Donc, l'après, quel peut être l'après? Il n'a pas dit ça comme une liste. Il y a quelques mots à dire qui étaient intéressants. C'est la gouvernance suive le plan, donc il suive l'ambition. Deuxième chose, on a besoin d'un agenda et on peut-être a besoin d'une certaine maison où on se regroupe ensemble et on se discute et on se développe et on recherche et on propose. Peut-être j'ai oublié des autres choses, mais... et quoi? La structure, dites-vous. Voilà. Quelques éléments de réponse. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir vous répondre, monsieur, moi je n'y étais pas. Mais je lis les journaux et j'ai compris qu'il serait probablement candidat en 2012. Mais voilà. C'est pas tout à fait le même thème, quoi. Même s'il s'appuie sur le projet du Grand Paris. Oui, Jean Nouvel. Puisque... on rentre dans le débat politique ou politicien, je voudrais poser une seule question, moi, sans inverse, à François Gène. Est-ce que la question est mauvaise? Est-ce qu'il faut laisser Paris dans l'état, le Grand Paris dans l'état où il est? Est-ce qu'il faut continuer avec les règlements qui sont là? Donc, est-ce que cette initiative, au-delà des craintes politiciennes qu'on voit de tous les côtés, est-ce que la question posée n'est pas intelligente? Eh ben voilà, c'est déjà quelque chose. Bon. Ah oui, voilà. Roland Castro. Non, mais juste, moi, il faut que je trie avec mon mot d'ordre gramscien entre le pessimisme de l'intelligence éventuelle et l'optimisme de la volonté. Donc, je vais trier de ce que je sens avoir entendu de cette réunion à l'Élysée il y a 3 jours. Donc, moi, j'ai entendu, allez-y, voilà. On va trouver les moyens, y compris les moyens juridiques. On va le faire. On va aménager, pas mettre que des monuments. C'était même pas du tout l'idée monument. C'était on va aménager. On va porosifier. J'ai entendu un hommage à Bernardo. On va rendre le territoire poreux.
et mobile, voilà. Genre, enfin, je dis ça en rigolant. Mais donc, j'ai entendu ça. Franchement, je crois que tout le monde a entendu ça, ou à peu près. Et l'idée de travailler ensemble s'était faite d'une manière étrange, parce qu'après tout, il y a le problème des égos surdimensionnés. Moi, j'avais fait un journal qui s'appelait Conspiration des égos, EGOS. Mais avec architecte, c'est dramatique, on est dans surdimension. Le problème, me semble-t-il, qu'il y a un tel respect dans ce qui est entendu de ce qu'on raconte, que finalement, et il y a un territoire qui est tellement grand, et il y a un lieu, une question qui est tellement importante, que j'ai l'impression que les égos surdimensionnés arrivent à se fréquenter, se respecter et même s'admirer. Voilà. Donc je trouve ça pas mal. C'était une des questions théoriques que posait cette consultation, y compris d'avoir fabriqué après des choses ensemble. Donc voilà, moi j'ai entendu que ça va se faire absolument, enfin, ça, même sans doute, sans aucun doute. Il était même question de moyens, de loi au Parlement pour arriver, y compris à ce que ça puisse fonctionner. Donc voilà. Et depuis, moi, il me semble que ça veut dire une révolution, y compris chez les architectes. Plus un bâtiment célibataire, ok? Plus un bâtiment célibataire. Les revues d'archi, s'il vous plaît, vous arrêtez de faire que des images. Vous mettez aussi l'endroit où s'est situé le truc, hein? Par exemple, le plan, vous mettez le plan, hein, vous êtes sympa. Donc voilà. Donc et puis, je pense profondément que c'est même pas le Grand Paris et que c'est même un réveil des intellectuels. Parce qu'il y a moyen de penser ensemble un projet de société autour de cette question. Donc il y a un dessin EIN avec un dessin IN. Voilà. Je pense que c'est ça la situation et que on ne va pas bouder son plaisir. Il y a, voilà, c'est lancé, c'est lancé. Et c'est probablement, c'est très très con à dire là, c'est probablement historique. Voilà. Un mot peut-être. Juste pour dire, dans cet exercice que vous voyez, c'est le énième qu'on fait dans des positions d'autistes. C'est-à-dire, on parle. On a parlé dans plusieurs ministères, on a parlé face à des partis politiques, on s'est réunis, on a parlé à un comité scientifique, mais on a réussi à parler ensemble et on en a convenu chez Christian Blanc, à sa table de salle à manger, le 19 février au soir. Et si quelque chose doit commencer, c'est la parole libérée entre nous. Mais je me souviens, si vous permettez, vous y étiez, je me souviens d'un événement, parce que ça m'est apparu comme tel, c'était il y a 1 mois et demi ou 2 mois, je ne sais plus, qu'importe, au 104, où vous étiez tous là, où vous étiez face à des élus, et je me souviens de M. Chemetov venant sur le plateau à la fin, et vous disant « Je n'ai jamais vu ni entendu ça. Je n'ai jamais vu ni entendu une telle qualité d'échange entre des architectes, des urbanistes et des élus. » Ça ne s'était jamais produit. Donc qu'importe, ce que vous faites collectivement ensemble, je n'ai quant à moi jamais rien vu d'équivalent. Donc voilà. Moi non plus. Ce que je propose, mesdames, messieurs, c'est que vous ayez le temps de déjeuner et nous aussi. J'ai une chose importante à vous dire, c'est que pour des raisons de sécurité, vous conserviez votre badge ou votre contre-marque afin de pouvoir revenir à 14h tout à l'heure. C'est très important. Si vous ne les avez pas, vous risquez d'être empêché de rentrer dans la salle. Très bon déjeuner à vous, à tout à l'heure et encore merci de votre écoute.